Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Ils sont toujours avec nous. Sayouba Traoré, journaliste et écrivain, et l'éditorialiste Djemal Taleb. Alors juste avant la pause, nous parlions de la situation en République démocratique du Congo, de ce calendrier qui vient d'être fixé par la commission électorale. Alors ce calendrier prévoit donc l'organisation des élections le 23 décembre 2018, la présidentielle, les législatives, les provinciales et les élections locales également, dans 17 000 circonscriptions, 4 scrutins en une séquence. Le défi est donc réellement énorme. Est-ce que ce manque de pragmatisme dans le chronogramme serait intentionnel pour justifier peut-être en 2018 un nouveau report des élections? En tout cas, on pourrait les soupçonner parce que tout est fait pour ça. La question d'abord, c'est moi quand j'ai lu l'information, je me suis dit mais pourquoi 2018? Pourquoi décembre 2018? Pourquoi 2019? Pour organiser une élection, on n'a pas besoin de tout ce temps. Logiquement en tout cas. À moins que je ne me trompe. C'est un scrutin, ce n'est pas une campagne militaire qu'on prépare. D'autant plus que la même commission avait dit qu'elle ne pouvait de toute façon même pas le faire en 2018. Eh bien voilà. Donc, oui, à la mi-octobre, la commission avait dit pas avant 2019 et finalement, quelques jours plus tard, elle s'est rétractée. Et puis voilà, pourquoi ne pas maximiser les chances sur la tenue de l'élection présidentielle? Déjà, dans son premier, puisque c'est elle qui cristallise véritablement le débat. Djemal. Si vous voulez que je vous dise qu'il y a un problème en République démocratique du Congo, je vous confirme tout de suite, oui, il y a un problème. Il y a un problème général. Je l'ai dit tout à l'heure avant la pause. Il y a un problème de l'opposition, je suis le premier à le dire. J'ai honnêtement très mal bu cette histoire de Tshisekedi, de ceux qui ne viennent pas de la prise en otage de telle ou telle situation. Ça m'a embêté. Mais pardon, je ne vais pas taper sur l'opposition aujourd'hui parce que celle qui est en difficulté, c'est plutôt elle. Et donc, ce qui m'embête un peu, c'est le fonctionnement et la logique de fonctionnement du pouvoir du gouvernement congolais actuellement. Pendant très longtemps, on nous a dit que l'élection était juste impossible. Et on nous a même dit qu'elle n'était pas impossible avant 2019. Madame l'ambassadrice des États-Unis passe et elle devient brusquement possible. C'est-à-dire qu'il y a un changement de logique et il y a une compétence nouvelle qui a été attribuée à la commission électorale qui me stupéfait personnellement. Je pense, moi comme vous, qu'évidemment on est capable de l'organiser en 6 mois. Alors je reconnais que c'est un grand pays qui sort d'une guerre civile compliquée, qui est difficile, qui est vaste et on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc nous, du haut de notre plateau d'Afrique 24, on peut leur donner des leçons, mais c'est très compliqué. Mais enfin, j'ai du mal à ne pas parier qu'une élection en 6 mois est tout à fait possible. Mais il y a un manque de volonté politique, vous avez raison. Alors quand tout à l'heure, vous avez accablé un peu les juristes, je me sens un peu concerné. Enfin, les juristes, vous savez, on leur demande de donner une solution juridique, ils la donnent, la question c'est de l'appliquer ou pas, et ce n'est pas leur problème. La question après revient aux politiques. Et donc c'est au personnel politique de mettre en application tel ou tel accord, c'est de mettre en application telle ou telle loi votée ou règlement passé. Et donc ça n'appartient pas aux juristes, donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas devoir donner la feuille de route, de ne pas mettre en place des codes sérieux. La difficulté, c'est que ceux qui sont chargés de les mettre en application ne le font pas. Et donc le Congo est évidemment qu'il est capable d'organiser des élections, évidemment qu'il est capable même de donner des leçons à ceux qui vont en organiser ailleurs. Mais il y a un problème de volonté politique, évidemment. Alors la volonté politique n'était pas possible, aujourd'hui elle est, Mme Harley est passée, moi qui passe mon temps à taper sur l'ingérence extérieure, et Dieu sait que je ne l'aime pas, je suis encore une fois triste de savoir que mes frères congolais ont besoin d'une ambassadrice venue d'ailleurs, qui ne demeurera pas très sympathique, pour leur donner des leçons sur ce qu'ils doivent faire. Ça m'embête. Sayouba Traoré. Moi, je suis à fond pour l'ingérence dans ces conditions, parce que regardez les ravages qu'il y a sur le continent. Mais quand vous regardez la carte, ça ne vous fait pas mal au cœur toutes ces occasions manquées qui finissent toujours par des assassinats. Des fois même, les festivités sont formidables. Et pendant la pré-campagne, on se tue. Pendant la campagne, on se tue. Et pour le décompte des votes, on se tue. Pour la proclamation des résultats, on se tue. Et tout du long, c'est la fête, quoi. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas l'ingérence. Et ce n'est pas au Burkinabé que vous êtes que j'apprends ça. C'est-à-dire que l'ingérence est toujours dans l'intérêt d'un pays derrière qui revendique non pas la démocratie, ça n'est pas vrai. Il défend ses intérêts propres. Et donc le Burkina, à qui on a dit non, c'est joué, c'est plié, c'est fini, pour rien après avoir. Ils ont bouté Blaise Compaoré dehors. Et quand on leur a dit le coup d'État va échouer, ils sont sortis, il va réussir, ils sont sortis, ils ne l'ont pas accepté. La volonté des peuples, la volonté d'un État, de ces hommes et de ces femmes est capable de tout faire. Donc ce n'est pas au Burkinabé que vous êtes que j'apprends ça. Et quand bien même on vous
on vous bâillonne, on vous met toutes les chaînes possibles et imaginables. Quand vous le voulez, vous le ferez. Et donc c'est le cas burkinabé, et je peux en citer d'autres, mais enfin je m'arrête au Burkina, un pays que vous connaissez si bien. Donc la volonté populaire, la volonté des hommes et des femmes d'un pays suffisent. L'ingérence est toujours un moment. Évidemment qu'on peut avoir des amis qui nous donnent un conseil, qui nous donnent même un coup de main. Mais enfin, l'ingérence d'une puissance étrangère est toujours liée à ses intérêts propres, jamais aux intérêts du pays, ou rarement. Regardez la RDC, combien de puissances sont présentes dans ce pays à un titre ou à un autre. C'est un pays riche qui est un accident géologique. Voilà. C'est un accident. Voilà. Et d'ailleurs, je veux dire, s'il n'y avait que des pommes de terre, il ne s'intéresserait personne. Que moi, État étranger, je vienne chez vous si mon intérêt n'est pas engagé. Pourquoi? Je suis parfaitement Mais c'est à vous de défendre votre intérêt. C'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas à moi, pays étranger. C'est à vous de prendre votre destin en main. Mais vous, les Burkinabés, vous l'avez tellement bien fait. Je souhaiterais que vous regardiez du point de vue du citoyen. On me martyrise pendant des années. Le père a fini de martyriser, le fils a pris, chacun a martyrisé comme il veut. Celui qui a juré devant Dieu, devant les hommes, de défendre la veuve et l'orphelin, me martyrise. Ceux qui, dans la communauté internationale, ce que j'appelle les juristes cannibales, qui ont le pouvoir de lui dire d'arrêter, ne le font pas. Ils ne sont pas toujours écoutés. Mais dites-moi, auprès de qui l'Africain va s'adresser pour recouvrer ses droits? Mais de lui-même. Mais de lui-même, mais attendez, vous avez vu ce que ce pauvre peuple congolais a subi depuis tout ce temps? Si, je l'ai absolument. C'est mon souhait que les Congolais prennent leurs affaires en main. Je pense que le pouvoir... Si on fait un rapport d'étape, attendez. Je pense que tout pouvoir... C'est quand même des Congolais qui accablent les Congolais. Bien entendu, et c'est ça mon problème. Je pense que tout pouvoir porte en lui les germes de la violence. Et la phrase de Montesquieu que je ne vous apprends pas, tout homme qui a du pouvoir est tenu à en abuser, et qu'en général on abuse toujours du pouvoir qu'on a. La question c'est de deux choses. Soit on se met soi-même des possibilités de limiter. Les Américains le font tellement bien, ils appellent ça le check and balance. Soit alors on est capable de le faire par la volonté populaire, ça s'appelle la résistance à l'oppression. Et pardon, on est capable de le mettre. Et donc, vous les Burkinabés, vous l'avez fait, les peuples africains savent le faire, et souvent, on a des hommes... nous, d'autres l'ont fait. Mais non, évidemment, mais avant ça, mais on a des hommes et des femmes qui dirigent nos États et qui sont parfois très intelligents et capables eux-mêmes et par eux-mêmes de mettre un frein là où il faut et de diriger là où il faut. Il ne faut pas désespérer de notre continent, nous avons des hommes comme ça et des femmes. Ah, je ne désespère pas. Mais dites-moi, où le citoyen africain doit s'adresser pour recouvrir ça? Vous dites à lui-même, mais on lui met tellement des bâtons dans les roues. Vous pouvez lui mettre ce que vous voulez, il puise toujours sa force en lui-même pour être capable de le faire. Et encore une fois, je reviens toujours au Burkina, parce que vous êtes à côté de moi, sinon j'aurais pris un autre pays. Mais les Burkinabés, quand on leur a dit circuler, il n'y a rien à voir, c'est fini, c'est terminé, le jeu est fait, eh bien il n'est pas fait, il n'est jamais fait, et d'ailleurs il n'a pas été fait. Et il continue d'être fait. Pour concernant le Burkina, le jeu continue. On va passer à toute autre chose à présent, dans le grand angle. Barclays Bank Égypte devient officiellement Attijari Wafa Bank Égypte. C'est en mai que le groupe marocain Attijari Wafa Bank a fait son entrée sur le marché égyptien avec le rachat de la banque égyptienne, une acquisition à 100% du capital qui permet au groupe de renforcer sa présence dans la région. Sharon Kamara. Le 3 mai 2017, la banque marocaine Attijari Wafa Bank devenait propriétaire de la Barclays Bank Égypte. Celle-ci vient d'être rebaptisée Attijari Wafa Bank Égypte, un changement de nom qui sera appliqué dans toutes les transactions mais aussi dans les 55 agences de la banque. L'ouverture d'Attijari Wafa Bank en Égypte renforce la présence du groupe bancaire dans la région. Nous avons commencé notre développement à l'international depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, avec une première implémentation en Tunisie, ensuite au Sénégal et après dans toutes les autres implémentations sur le continent. Et les investissements qui ont été faits dans ces pays ont été extrêmement conséquents, tant au niveau donc, de l'acquisition de structures bancaires elles-mêmes, mais aussi en investissement dans leur transformation, dans le développement de leur réseau, dans l'amélioration de leur système d'information. Le groupe financier poursuit son plan ambitieux qui vise à s'internationaliser et à s'imposer en tant que leader sur le marché bancaire de la région. Après l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, où la banque possède de nombreuses filiales, le prochain objectif pour Attijari Wafa Bank sera l'Afrique de l'Est. Le rôle d'une banque comme Attijari Wafa Bank dans ces pays-là est de permettre à ces pays de se développer, notamment grâce à des économies
économies d'échelle régionales. On a de petits pays qui aujourd'hui, étant donné la taille de leur marché bancaire interne, ne peuvent pas investir sur, notamment pour le digital, pour l'innovation et pour un certain nombre d'éléments. Le fait de mettre ces différents pays et de renforcer les zones régionales permettront à ces pays non seulement de se développer, de proposer de nouveaux services, mais également renforcera l'intégration régionale. Née de la fusion entre la Banque commerciale du Maroc et la banque marocaine Wafa Bank en 2003, Attijari Wafa Bank se classe au 6e rang des plus grands financiers en Afrique et à la première place en Afrique du Nord. Le groupe bancaire est implanté dans 26 pays avec plus de 4000 agences et emploie plus de 19 000 salariés au service de plus de 8 millions de clients. Alors Barclays Bank Égypte qui change de nom, voilà donc qui officialise l'entrée d'Attijari Wafa Bank sur le marché égyptien. C'est un gros coup pour le groupe marocain qui est leader au niveau du Maghreb. Bon, je ne vous prendrai pas en vous disant que moi, pour ce qui concerne les banques, c'est vraiment pas ma tasse du thé. Bon, alors, on va peut-être passer... Non, quand même, je peux vous dire mon sentiment. Ah ouais? Quand j'entends parler de soucis de développement, d'intégration sous-régionale, de beaucoup de choses qui ont été dites dans ce sujet-là, permettez-moi de douter que ce n'est pas le souci premier d'un banquier. Il veut augmenter la surface de son établissement. L'emprise de son établissement, ça c'est son rôle de développer son business. Mais vouloir me convaincre que on va dans un pays pour le développement de ce pays, moi je voudrais bien, hein, parce que mon métier de journaliste me fait rencontrer les acteurs économiques sur le terrain qui n'ont pas accès au secteur bancaire. Pourquoi on est obligé de développer la microfinance? Par exemple, dans un pays comme le Sénégal, vous avez des sociétés de microfinance un peu partout. Au Burkina Faso, on a été obligé de créer ce qu'on appelle les caisses populaires. Parce que le petit, il n'y a pas une ligne budgétaire dans une banque qui est prévue pour lui. Et déjà, l'acteur économique ou un groupement féminin dans un village ne sait pas comment fonctionne le secteur bancaire. Et le banquier, pour le banquier, il n'est pas rentable. Le secteur informel dans nos pays n'intéresse pas un banquier. Alors que c'est justement le cœur de notre économie. Alors, vouloir essayer de me convaincre que c'est pour le développement de ce pays, je voudrais bien. Hein. Alors, mais de temps à autre, j'essaie de jouer au naïf, quoi. Alors, on va juste revenir vraiment pour, voilà, en ce qui est du groupe en lui-même. C'est un gros coup, Djemal, pour ce leader en Afrique du Nord, avec l'acquisition de Barclays. Oui, je suppose. Si vous me dites qu'Attijari Wafa Bank est heureuse d'avoir absorbé il y a très longtemps les intérêts de la BNP Paribas sur le continent africain et qu'aujourd'hui elle commence par la Barclays Bank en Égypte, parce que la Barclays Bank est très peu présente sur le continent africain. Et donc elle fait un gros coup, incontestablement. Si vous allez me dire que Attijari Wafa est heureuse de rentrer sur le marché lucratif, juteux et intéressant de l'Égypte dans des moments difficiles, donc les choses ne peuvent aller que mieux quand l'Égypte ira mieux, oui, c'est une bonne chose pour Attijari Wafa. Est-ce que cela a une incidence sur le continent africain de façon générale? Oui et non, on est toujours très content. On ne parle pas forcément d'incidence, on parle de vraiment ce qui concerne le groupe Attijari Wafa. Moi, je parle même d'incidence, parce qu'à partir du moment où une banque rentre dans un secteur de l'économie, on peut considérer que c'est une bonne chose. La question maintenant est, de mon point de vue, autre. C'est est-ce que cette banque-là, quand elle rentre, elle va financer l'économie? Est-ce qu'elle va aider au développement réel du système bancaire et du marché financier? Est-ce que le fonctionnement des systèmes bancaires de façon générale, dans un environnement général, est-elle une bonne ou pas une bonne chose? Est-ce que les taux directeurs sont élevés ou pas élevés? Est-ce que le citoyen lambda a accès au crédit, oui ou non? Alors, on ne va pas accabler la pauvre Attijari Wafa, ce n'est pas de son ressort. Qui vient d'arriver. Non, ce n'est même pas son ressort. C'est le ressort des autorités monétaires du pays de mettre en place un cadre bancaire adéquat, de mettre en place une politique monétaire adéquate, une politique d'accès au crédit adéquate. Si vous voulez que la banque soit un vrai vecteur de l'économie, qu'il soit un vrai outil de financement de l'économie, vous lui mettez les conditions. Et donc, au-delà d'Attijari Wafa, ce sont les autorités centrales, des banques centrales des États qui doivent les mettre en place. Et alors justement, pour ce qui est de la situation en Égypte, toute la difficulté, c'est le continent. C'est-à-dire que nous avons le taux de bancarisation le plus faible, nous avons le taux directeur le plus élevé et nous avons l'accès au crédit le plus rare. Et nous sommes probablement le seul pays où les banques vont être toutes dépassées par le mobile banking. Pour revenir au cadre égyptien, c'est des difficultés économiques. Est-ce que le marché égyptien est en adéquation avec Attijari Wafa?
Wafa Bank? Est-ce qu'il peut voilà, participer J'essaie de réfléchir tout bêtement. Je suis banquier et je m'intéresse à un marché quelconque. On me dit l'Égypte, un pays de 100 millions d'habitants. Le Caire fait 23 millions d'habitants. Il est au centre de 2 grandes régions, le continent africain avec son avenir de développement important et la région du Moyen-Orient et du Golfe, qui sont de grands ensembles économiques. Mais évidemment, j'achète tout de suite. La question ne se pose même pas. J'achète tout de suite. Et quand j'achète tout de suite, je me dis dans quoi je mets les pieds aujourd'hui. Je mets incontestablement les pieds dans une Égypte qui vient de sortir d'une situation économique grave, sérieuse, qui a des problèmes liés au terrorisme et à l'instabilité, mais qui désormais est bien tenu par un homme fort qui a les choses entre les mains et qui est capable demain de mettre en place les garanties nécessaires pour que l'économie fonctionne normalement. Et donc tout porte à croire, en tout cas, que l'Égypte, dans sa situation actuelle, qui n'est pas très bonne, va sans doute s'améliorer. Et si elle s'améliore, moi, le banquier qui met beaucoup d'argent, il y a toutes les chances demain que je m'aille mieux. Et d'ailleurs, on peut se demander si la Barclays Bank, dont les intérêts ont été achetés, n'est pas elle-même partie parce qu'elle considère que la situation économique égyptienne est compliquée et qu'elle n'a pas envie de l'accompagner dans les moments difficiles. Et donc, je suis Tidjari Wafa, je réfléchis, je me dis, la situation aujourd'hui n'est pas très bonne, les perspectives ne peuvent être que bonnes, les jalons posés actuellement sont plutôt pour moi corrects. Ce pays est un pays important de 5 millions d'habitants, il est important sur le continent africain, il est important au Moyen-Orient, il est aussi important pour un pays comme l'Arabie Saoudite, parce que c'est la seule grande armée du continent africain, sans laquelle aucune des 2 grandes régions sur lesquelles elle est n'est capable de se stabiliser. Banco, je dis tout de suite, évidemment que c'est intéressant pour moi. Et donc, Tidjari Wafa, sur le marché égyptien, c'est un bon coup. Bravo. Alors, est-ce que cette entrée sur le marché égyptien, ça serait une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est? De toute façon, ils l'ont dit, hein, parce que, bon, comme dit notre interlocuteur Jamel, je ne vois pas pourquoi un banquier irait quelque part sans avoir fait des études, sans avoir sondé pour savoir où il va. Je présume que ce travail préalable a été fait parce que ce n'est pas des poètes. Hein. Ils ont appris la poésie peut-être, mais à l'ENA. Cela dit, les poètes connaissent leurs intérêts aussi. Alors, Cela dit, non. En tout cas, voilà, ça fait 2 ans que... L'Afrique de l'Est, je la trouve absolument intéressante, je veux dire. L'Afrique de l'Est est une région riche où le système bancaire est développé. Allez dans un pays comme l'Éthiopie, le pays sans doute le plus fermé, où la diversité de bancaire est la plus faible. Mais c'est un pays de 100 millions d'habitants, ou 110 millions d'habitants, ou 120 millions d'habitants même, qui est un pays donc, qui a une économie absolument exponentiellement forte, qui est un vrai dragon sur le continent africain. J'ai du mal à penser qu'on va conquérir l'Éthiopie à partir de l'Égypte. À mon avis, c'est plutôt l'inverse. Mais enfin, je sais très bien que les choses... Donc pour vous, ça ne peut pas être une porte d'entrée? Ah, je n'ai pas dit le contraire. Si j'étais Tidjari Wafa, si j'avais des conseils à leur donner et je n'en ai pas, je leur dirais allez absolument sur le marché éthiopien, mais ne vous arrêtez pas là, allez en Tanzanie, allez au Rwanda, et allez dans toute l'Afrique de l'Est, au Kenya. C'est une vraie région qui a un dynamisme économique très important. Mais la question c'est, est-ce que vous choisissez le bon côté en allant à partir du marché égyptien? Aller directement dans les marchés des pays de l'Est. Enfin, l'idée de penser qu'on a besoin de conquérir l'Éthiopie à partir de l'Égypte, je ne crois pas une seconde. Si vous voulez conquérir l'Éthiopie... Non, si vous voulez conquérir l'Éthiopie, allez en Éthiopie. Vous n'avez pas besoin d'aller en Égypte. Vous allez en Égypte pour l'Égypte. Vous allez en Éthiopie pour l'Éthiopie. Vous allez au Rwanda pour Rwanda. Alors, si vous me dites, nous allons commencer par là, je ne suis pas convaincu que le dynamisme de l'économie égyptienne a besoin de conseils de la part de l'Égypte. Je ne suis pas convaincu que le dynamisme et la force de l'Éthiopie, dans ce qu'elle est aujourd'hui, a besoin d'être conquise à partir d'un marché d'ailleurs quelconque. Au demeurant, si vous voulez vous installer, donc vous vous dites, nous allons nous installer dans un pays, nous allons prendre des muscles dans le pays où on est, et à partir des muscles qu'on prend dans le pays où on est, on va ailleurs. Pardon, vous allez directement en Éthiopie. C'est un pays de 110 ou 120 millions d'habitants. Alors vous parlez de l'Éthiopie, mais ils n'ont pas donné de nom spécifique. Voilà. Non, mais je sais très bien, mais c'est-à-dire que vous allez là. Le problème, c'est que l'Éthiopie est une économie très dirigée, très centralisée et relativement fermée. Donc vous n'y allez pas aussi facilement. Donc il est naturellement beaucoup plus facile, depuis que le président Sisi est là en Égypte, qui libéralise l'économie, qui ouvre le marché. Et à partir du moment où il y a l'opportunité du départ de la Barclays Bank, Tidjari Wafa a senti le bon filon, c'est ce que vous dites. Un banquier sent un bon coup, il s'engouffre dans le coup pour faire de bonnes affaires. J'ai dit chapeau l'artiste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Une courte pause peut-être et on se retrouve dans quelques instants.